7h39 sur France Culture. Toute une vie d'historien pour essayer d'expliquer et de comprendre la persécution, la destruction des Juifs d'Europe. C'est le travail de notre invité ce matin, l'historien Saul Friedlander. Un grand bonjour, monsieur. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes professeur d'histoire à UCLA, c'est l'université de Californie, comme son nom l'indique, à Los Angeles. Merci de vous arrêter dans le studio de France Culture. Vous publiez le deuxième volet de l'Allemagne nazie et les Juifs. Ça paraît aux éditions du Seuil. Après les années de persécution, les années d'extermination. 1939-1945, un livre dont on dira tout à l'heure l'importance. Un livre qui s'appuie sur une documentation considérable, sur des écrits personnels, ceux des victimes, ceux des acteurs de la persécution. Voilà ce qu'en dit l'historienne Annette Wiewiórka. L'histoire dite par un cœur multiforme. L'ensemble fait penser à un tableau impressionniste ou à une mosaïque. Elle conclut, c'est un chef-d'œuvre d'écriture de l'histoire. Dites-nous d'abord, combien d'années pour parvenir à ce travail, Saul Friedlander ? Pas mal d'années. J'ai en fait commencé, c'est donc le second volume, et j'ai commencé tous ces deux volumes qui se tiennent en 90, donc j'ai mis plus ou moins 16 ans pour terminer ce travail. Et ce qui m'a poussé à... Je me suis occupé je travaille dans ce domaine, si vous voulez, depuis à peu près 64, et je mets de côté, si vous voulez, l'expérience personnelle, mais depuis en 64, j'ai publié le Pi-12 et le Troisième Reich, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'occuper spécifiquement des sujets qui touchaient à l'extermination des Juifs d'Europe. Et à donner un éclairage nouveau. Rappelez-nous le Pi-12, le scandale qu'il avait fait lorsque vous l'avez publié, parce que vous pointiez du doigt ce dont on parlait très peu, à savoir le rôle des plus hautes autorités catholiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est par hasard que je suis tombé sur les documents. Je travaillais à ma thèse et j'ai trouvé une invitation du pape à l'opéra de Berlin, qui se trouvait en visite à Rome, de venir jouer Parsifal dans les appartements pontificaux. Ça en décembre 41. Donc, juste au moment où tout le monde apprenait plus ou moins ce qui se passait à l'Est, avec les exterminations de masse déjà, etc. Alors, j'ai trouvé ça très choquant et j'ai demandé qu'on me fasse venir les archives Vatican, donc tout ça à Bonn, aux archives du ministère des Affaires étrangères, et j'ai en fait récolté les documents, les rapports des diplomates allemands auprès du Vatican de A à Z, sauf un dossier qui a disparu, et celui qui traitait du mois le plus crucial, le mois d'octobre 43, la déportation des Juifs de Rome. Le dossier numéro 7 n'a jamais été retrouvé. Donc quelqu'un a dû le subtiliser. Quoi qu'il en soit, j'ai rassemblé ça, j'ai écrit le fond, bien sûr, et je suis allé voir le directeur des éditions du Seuil, Paul Flamand, à l'époque, et c'est ainsi que j'ai commencé à publier dans ce domaine. Alors, il y a beaucoup de choses à découvrir, mais si vous voulez, ce qui a été mon projet dans ces deux volumes a été suscité par une querelle d'historiens et par l'opinion qui était assez courante dans les années 80 et qui l'est encore aujourd'hui, que la voix des victimes n'apportait rien à notre connaissance et que finalement tout s'écrivait à partir des documents allemands, donc les documents, si vous voulez, des bourreaux. Bien sûr, les collaborateurs, Vichy, etc. Et moi, j'étais persuadé de l'inverse et je savais qu'il y avait des centaines et des centaines de témoignages, non pas de mémoires écrits après la guerre, mais de journaux écrits pendant les événements. Et c'est cette histoire-là que j'ai voulu introduire dans la trame générale, donc mettre deux histoires dans un même contexte narratif. La très grande majorité des diaristes, donc de ceux qui ont écrit, qui ont écrit leur témoignage au jour le jour, ont été exterminés. Et je donne à la fin du livre, je fais un appel des noms, si vous voulez. Il y en a 4 ou 5 qui ont été sauvés et tout le reste, une vingtaine, une trentaine de ceux que je cite, ont trouvé la mort. Et il y a des journaux
qui s'interrompent au milieu d'un paragraphe et parfois au milieu d'une phrase. Donc on voit exactement qu'à ce moment-là, celui qui écrivait venait d'être arrêté, ou en tout cas, et on sait que peu de temps après, il ou elle était mort. Il y a des certitudes plutôt qui sont confirmées, si vous voulez. Je me suis rendu compte ce que je savais un peu, mais ne savais pas à tel point, que le seul groupe dans l'Europe occupée qui ne savait pas ce qui allait arriver étaient les Juifs eux-mêmes. Et on le voit au fil des journaux. J'ai même essayé de rassembler pour la fin de 42 tous les journaux que j'avais et de voir ce que disaient les gens. Or, on a l'impression que d'une part, d'une voix, si vous voulez, ils disent on n'en a pas pour longtemps, et puis ensuite ils font des projets d'avenir, donc ils ne croient pas à ce qu'ils disent eux-mêmes, qu'ils vont être exterminés. Et ça explique en partie une des questions qu'on se pose constamment, la passivité des Juifs. Oui. Et je crois que une partie, bien sûr pas tout, de cette passivité provient de l'incrédulité des victimes elles-mêmes. Et à Varsovie, d'une part, et puis dans ce qu'on sait un tout petit peu moins, à Treblinka et à Sobibor, par ailleurs, des gens qui vont être liquidés parce que c'est les seuls qui restent dans le camp quand déjà les déportations vers ces camps-là sont terminées. Alors, si vous voulez, quand des gens comme ça, en 43 déjà, se rendent compte qu'il n'y a plus rien à faire, et vraiment c'est le dernier groupe, et de jeunes en général, ils décident de combattre pour essayer de s'enfuir, de passer de l'autre côté. La plupart, bien sûr, y restent. Vous ne pouvez pas écrire cette histoire sans vous poser constamment la question, même si vous connaissez tous les détails. Oui. Et je crois que l'historien, c'est ce que j'ai essayé de faire et essayé de dire aussi tout en début de ce deuxième volume. N'est-ce pas, on ne croit pas à ce que l'on lit, si vous voulez, on est pris on se demande comment est-ce possible. Et puis viennent nos connaissances qui, si j'ose dire, aplatissent un peu l'étonnement, le rendent familier, et on oublie que c'est incroyable. Et puis, on retombe sur un document, on se dit de nouveau, mais enfin, ça, c'est difficile à comprendre. Donc, ce qu'il faut vraiment, je crois, essayer, c'est de dire le maximum de ce que l'on comprend et de ce que l'on sait, c'est notre travail d'historien, mais ne pas essayer d'éliminer cet élément qui fait partie de toute cette histoire, d'une certaine ou d'une incrédulité première en quelque sorte. Oui, ce que vous voulez dire, c'est le débat entre ce qu'on a appelé intentionnalistes et fonctionnalistes, donc ceux qui voient l'idéologie et la personne de Hitler au centre du système, et bien sûr ceux qui donnent en quelque sorte la direction à l'ensemble de cette opération anti-juive, et puis d'autres qui pensent qu'il y a là un effet de hasard. Aujourd'hui, ou en tout cas que c'est une conséquence secondaire d'une politique qui avait un autre objectif. Qui avait beaucoup d'autres objectifs. Génocide. Exactement. Et moi, je suis convaincu que c'est la première approche qui qui répond au maximum de questions. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ces deux volumes. Mais il y a autre chose. Il y a donc l'approche qu'on mentionnait tout à l'heure, qui dit les voix des victimes ne nous donneront rien. Et j'ai eu un collègue allemand, et ce qui m'a incité en fait à faire ce travail, qui m'a dit tout de go, et la mémoire des victimes et leur compréhension des événements est mythique. Et le mot mythique, donc... Il vous a dit mythique. Mythique, oui, mythisch. Et pourquoi? Il voulait dire simplement que leur subjectivité de victime les amenait à écrire une sorte d'histoire ou s'imaginer le passé en noir et blanc, sans voir les nuances, les complexités, etc. Alors, voulant dire la subjectivité des victimes, et il m'a ajouté, c'est un obstacle pour une historiographie plus rationnelle, celle des jeunes historiens allemands. Je lui ai répondu, dans un échange de lettres qui a été publié par la suite, que avoir été membre de la jeunesse hitlérienne, par exemple, sans doute créait également une sorte de souvenir plutôt subjectif. Et bien sûr, le ton est devenu un peu plus acerbe dans nos échanges. Mais j'ai compris
on bâtissait cette histoire systématiquement à partir des sources allemandes seulement et des sources gouvernementales, si vous voulez, d'autres pays ou d'autres autorités, et que la voix des victimes disparaissait en statistiques. Donc 10 000 juifs tués ici, 50 000 tués là. Et donc j'ai essayé de renverser cette tendance en insérant intentionnellement, systématiquement, la voix des victimes dans la trame du récit. Vous avez à la fois l'analyse des décisions politiques qui mènent à la solution finale, et puis des témoignages qui n'apportent pas seulement de l'émotion. Non, ils apportent précisément des connaissances que nous n'avions pas. Il y a tout un pan, si vous voulez, des événements qui ne peut pas être décrit à partir des sources allemandes. Bien sûr, il y a, c'est un détail, mais enfin un détail qui compte, il y a toute une dimension non seulement de meurtre, mais de sadisme personnel, que vous trouvez parfois dans les sources allemandes, mais en général, vous ne le trouvez pas pour de bonnes raisons. Alors que les victimes décrivent constamment, au jour le jour, des actes de sadisme qui vont jusqu'à étrangler des victimes, c'est-à-dire ne pas les mitrailler ou les tuer au fusil, mais à les étrangler. Et il y a des journaux, notamment le journal d'une femme de Stanislavov en Galicie, qui décrit très précisément ce qui est arrivé à son amie Esther, comme elle l'appelle, qu'on a vu être étranglée pendant l'action entre guillemets, contre les Juifs de Stanislavov. Elle-même, d'ailleurs, celle qui écrit le journal, Elsa Binder, va elle-même être tuée peu après. Donc, vous avez là tout un monde qui apparaît, qui était obscurci auparavant, dont on savait vaguement, et qui ajoute énormément à nos connaissances. Et puis, il y a ce que je disais tout à l'heure, on comprend que les victimes, pour des raisons à la fois de fait et psychologiques, ne veulent pas confronter ce qu'ils devraient savoir, c'est-à-dire qu'ils vont mourir. J'ai rassemblé tout ce que je pouvais de sources très diverses pour montrer de nouveau que les seuls qui n'y croyaient pas étaient les victimes, mais que par ailleurs, ce qui aujourd'hui d'ailleurs est confirmé par nombre de mes collègues, et par ailleurs les gens savaient pertinemment et parfaitement bien. D'abord, n'oubliez pas qu'il y avait des millions de soldats sur le front Est qui écrivaient tout à fait sans le moindre gêne, qui disaient si vous ne nous croyez pas, on vous apporte des photos à ce moment. Ils écrivaient ça à leur famille. Si vous ne nous croyez pas dans ce qu'on vous raconte sur les fusillades de Juifs, on va vous apporter des photos. À ce moment-là, vous y croiriez. Et puis ils trouvaient ça souvent très drôle. Ils faisaient des blagues. Ils disaient si ça continue comme ça, on va bientôt transformer les Juifs morts en saucissons et les servir à des prisonniers russes. Et le genre de blague, entre guillemets, de ce genre-là. Ou bien quelqu'un qui dit je viens d'arriver dans la ville d'Auschwitz, et là, les Juifs meurent au rythme de 7 à 8 000 par semaine d'une mort héroïque. Et il dit, c'est quand même intéressant de voir le monde. Parce qu'à vous lire, ce qui est aussi très frappant, très incompréhensible, c'est l'indifférence. Oui, une indifférence qui, bien sûr, est très forte en Allemagne. Et là, il y a peut-être plus que l'indifférence, une certaine acceptation, parfois même positive, de ce que l'on sait. C'est une indifférence souvent hostile en Allemagne. Voilà. Et l'indifférence, très souvent, dans le reste de l'Europe, accompagnée néanmoins de haine très particulière dans des pays comme la Pologne. Il faut bien l'admettre. Mais là, c'est une haine d'origine religieuse, n'est-ce pas? Un catholicisme polonais antisémite ou anti-juif, si vous voulez, et un cas d'ailleurs très particulier parce qu'on pouvait très bien en Pologne, on l'était, antisémite, virulent, viscéral, et en même temps anti-allemand, virulent, viscéral.